Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Fauveau, comme à toutes les semaines pour faire un tour de l'actualité sur la planète. Parce que oui, il y en a du soccer qui joue partout sur la planète en ce moment. On va commencer par revenir sur ces points échappés par le CF Montréal à Nashville. C'était des points échappés en fin de match. On va évidemment parler de l'Euro et on répondra à vos questions dans notre segment Sujet chaud en fin d'émission. Mais d'abord, les gars, je ne sais pas si vous êtes au point de l'écœurantite aiguë du foot ou si, au contraire, vous souhaitez ce genre de calendrier-là dans votre télé à chaque semaine à l'année longue. Mais comment ça va? Ben, c'est Ça pas va mal super. ça, hein? C'est pas C'est, mal ben, ça. c'est- Par moment, t'en manges, t'as envie d'en manger, et puis des fois, t'es là, oh, ok, on va peut-être faire un petit break, et puis dès que le break commence à être un peu long, tu dis, bah non, faut que ça recommence. Ouais, exactement. Là, on est dedans parce qu'on connaît les quarts de finalistes à l'Euro. On va en parler dans quelques minutes. Mais d'abord, on va parler, comme je le disais, de ce match à Nashville. Sid, es-tu surpris de voir que du côté du CF Montréal, après avoir été aussi percutant en attaque, là, je ne veux pas dire que c'est le calme plat, mais c'est pas loin. 0-0 face à DC, 1-1 face à Nashville. Qu'est-ce que tu penses de cette attaque-là en ce moment? Je pense que l'attaque montréalaise est maintenant au centre du débat et avec raison. Derrière, la job est faite, si je puis dire. Au milieu de terrain, d'un point de vue défensif, toujours, c'est assez solide, que ce soit avec Wanyama ou Piet. Maintenant, lorsqu'on parle d'animation offensive, c'est là que beaucoup de ces questions se posent. On a beau changer les attaquants, on change pas forcément les systèmes de jeu, mais on change aussi les joueurs sur les ailes et puis on ne voit pas grand-chose qui se passe de différent. Je mentionnais Kissa la dernière fois, il a fait son retour, on n'a pas vu de débordement. Broguiard de l'autre côté n'a pas forcément la réussite du début de saison. Ensuite, Toy qui ne semble pas pouvoir commencer un match pour l'instant. Torres, on est toujours en train de se questionner par rapport à son rendement. Et sans compter Kyoto qui même là avec sa rentrée a continué à nous faire douter un petit peu de sa capacité à faire une saison comme celle de l'an passé. Donc en fait, il y a beaucoup de questionnements sur l'attaque. Et puis là, on se rend compte que tranquillement, pas vite, ça glisse. Je pense qu'ils sont aussi au 11e rang du nombre de buts. Donc ils sont quasiment au même rang qu'ils sont pour leur classement en termes de points. Mais c'est inquiétant. Et puis un but sur coup de pied arrêté. Kikistruna a beau nous dire oui, c'est une phase qu'on a travaillé. Bon, j'espère qu'on travaille les corners. Mais c'est pas un but dans le jeu et ça commence à faire longtemps. Ben, Jean, ce que je retiens des propos de Sid, c'est que ils peuvent être la même chose, mais c'est pas toujours le cas. Tu as les attaquants et tu as l'attaque. Dans ceci, les attaquants produisent pas beaucoup, mais l'attaque au sens large, la volonté de se projeter vers l'avant, qui n'est pas ce qu'elle était au début de la saison. Non, non, clairement, on l'a vu. C'était un des points qu'on avait souligné, qu'on avait vraiment mis en exergue, c'est cette volonté d'aller vraiment, franchement, franco de l'avant pour les deux premiers matchs. Et avec des résultats foudroyants sur le match ouverture en Mhm. particulier. Mais c'est vrai que ça s'émousse. Et à l'époque, on avait dit, regarde, est-ce que c'est un système qui est tenable pour plus longtemps, pour une partie de la saison, sachant que c'est quelque chose que tu mets en place, mais il te faut le personnel pour le faire. Et est-ce qu'il y avait vraiment le personnel pour le faire? On est en train de se rendre compte que pas vraiment, et que même les titulaires, c'est pas ça. Et quand Sid parle de Kissa et Boguillard, on pense à eux parce que ce sont eux qui ont allumé le début de saison. Même eux, c'est un petit peu difficile parce que c'est clairement très compliqué de sortir ce genre de performance régulièrement. Donc, il était évident qu'il fallait un petit peu passer à autre chose. Et on a vu quand même en début de saison que c'était conscient, hein, que tout le monde se rendait compte que cette façon de jouer-là ne pouvait pas durer, ne pouvait pas être une base de jeu viable pour une saison. Et qu'il y a eu une volonté d'essayer de progresser en tenant un petit peu plus le ballon. Et c'est là que je suis un peu plus embêté dans la mesure où je ne vois pas une si nette évolution dans ce domaine-là. Parce que tu as toujours effectivement du jeu
y a une base de jeu, hein, avec effectivement tes deux latéraux, une base généralement Wanyama, Piet. On va prendre la base parce que ça a été. Ils ont joué ce 3-4-2-1, 3-4-1-2, pardon, 9 fois sur 10 à peu près. Et Mhm. tu as cette base Wanyama Piet, tu as un joueur un peu plus avancé qui est Mihailovic, auquel on demande beaucoup, parce que je pense qu'avec Struna et Camacho, c'est celui qui joue le plus. Et puis deux attaquants, dans lesquels, encore une fois, on n'est pas sûr exactement du binôme. Kyoto, en début de saison, c'était un petit peu OK. Et il semblait rentrer là-dedans et être totalement impliqué. C'est moins vrai maintenant. Johnson, on avait vu des bonnes choses, mais là aussi, il tarde à franchir le palier supplémentaire qu'on attendait, c'est-à-dire la présence dans la surface, le joueur capable, vu le système de jeu, encore une fois, il doit être capable de tenir un peu plus le ballon, permettant aux coéquipiers de se projeter vers l'avant. Ça ne se voit pas beaucoup, que ce soit sa faute en partie, mais le groupe a du mal à se projeter vers l'avant aussi. Donc, il y a beaucoup de questions et je ne vois pas pour l'instant, si tu veux, une si nette progression 10 matchs après le début de saison par rapport au premier. Ça, ce sont des réglages. On sait que généralement, une équipe déroule un peu plus à partir d'un certain moment dans la saison. Je ne veux pas non plus sortir l'excuse d'une année de transition encore, parce que ce n'est pas vrai non plus. Hein, on a un groupe qui est quand même pas mal en place et un ensemble qui est pas mal en place depuis un bout de temps. Donc, il y a quelque chose de perfectible. Perfectible dans quel domaine? Ouais, on a parlé à un moment, animation côté gauche. Clairement, il y a un manque de ce côté-là. Donc, les solutions, j'en ai pas. Je ne peux pas te dire exactement comment ça peut se passer. Mais il y a quelque chose qui donne l'impression que cette équipe-là a beaucoup de mal à progresser en ce moment et qu'elle avance un petit pas et qu'on revient un petit peu dans le même discours que l'année dernière. Oui, il y a des choses bien, mais alors l'année dernière, on s'arrêtait peut-être un peu plus sur des faits de jeu. Hein. Il y a l'erreur de ceci, la décision de cela. Là, aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus centré sur l'équipe elle-même, mais il me semble que dans sa progression est plus lente que ce qu'on pouvait attendre il y a 2 mois, 3 mois. Dans ce cas-là, Sid, pour le meilleur ou pour le pire, en quoi l'équipe qui a fait match nul 1-1 à Nashville se compare à l'équipe qui a commencé sa saison au premier match le 17 avril? Je veux pas être très réducteur, mais il y a un manque de Mais tu vas le réussite. faire quand même. Ouais, je vais le faire quand même parce que je trouvais que c'était une équipe qui était en pleine réussite, qui avait une capacité de vraiment de convertir quasiment toutes ces occasions et et on sait que c'est pas forcément quelque chose qui était tenable sur le long terme. J'ai souvent parlé de ça, je sais, c'est pas une fixette, mais bon presque. Mais Santoy, ses buts sont des buts avec un fort taux de difficulté, mais il les a marqués, très, très bien pour lui. La difficulté, c'est de reproduire des situations un peu plus favorables pour des buts, et ça, on a eu du mal. Le moment où je pensais justement que les acquis des débuts de saison auraient pu être un peu plus pérennes, c'est après le match contre Vancouver, où on a Björn Jönsson qui coupe à 2 reprises au premier poteau et qui marque des buts qui sont plus faciles à reproduire. Et là, je me suis clairement dit, oui, comme là, on voit un acquis, mais par la suite, on n'a plus vu ça. Après ces deux buts-là, c'était compliqué. Parce que là, finalement, ce qui pose le plus problème, parce que c'est bien de faire corps, être solidaire, défendre, d'avoir Diop meilleur joueur contre DC United et d'avoir Pantémis meilleur joueur contre Nashville. On ne remet pas en question les performances de Camacho, Struna, Miller et tous ceux qui sont impliqués. Simplement, c'est que en termes de volume d'occasions créées, de plus en plus, Montréal est l'équipe qui est en déficit. Et ça, c'est une constante. Et je pense pas non plus qu'elle a les attaquants pour ne pas avoir beaucoup d'occasions. On a vu des ratés assez grossiers qui prouvent qu'on a besoin de créer beaucoup d'occasions pour marquer des buts et non d'être dans un espèce de système où, oui, défensivement, on va être solide, on va convertir le peu qu'on a. Ça, c'est pas viable. Mais de toute façon, là, je crois aussi qu'on réalise quelque chose. On a
3 joueurs qui sont étiquetés offensifs dans tous les cas. Donc, comme Jean le disait sur le 3-4-1-2, qui est le système qui était le plus employé, et que même lorsque à côté de Wanyama ou de Piet, on flanque un Maciel ou un Sedic, on a plutôt 3 joueurs et demi offensifs. C'est pas assez. Et le poids, il y a un poids sur l'animation offensive qui repose sur Broguillard et sur Kissa, voire même sur Bassong, qui n'est pas viable. C'est pas des joueurs sur lesquels on doit penser que l'animation offensive va reposer. Mais les gars, est-ce que c'est pas viable parce que tu n'as pas l'effectif pour, ou c'est pas viable si tu t'occupes pas du ballon? Parce que pour moi, là, la grosse fracture avec le début de saison, c'est qu'au milieu, tu étais capable d'enchaîner la deuxième puis la troisième passe. Là, tu as l'impression que la première relance est toujours bonne, puis après, c'est mort dans l'œuf. Puis c'est là où les gars n'ont pas le temps de se rendre vers l'avant. Ils sont juste jamais là. Alors qu'en début de saison, tu avais 1, 2, 3 passes, tu réussissais à regarder pour changer le point d'attaque, et là, tout d'un coup, tu avais des gars qui pouvaient plonger. Là, en ce moment, les joueurs de couloir sont hésitants parce qu'ils se disent « Je vais attendre cette deuxième passe-là parce que si je pars en avant, je vais faire 15 mètres en avant puis je vais être obligé d'en faire 40 pour courir derrière. » Et moi, je pense vraiment que ça passe par s'occuper du ballon mieux que tu l'as fait et ça part aussi par mieux tenir le ballon en attaque. Tu sais, tu as eu face à DC, Bjorn Johnson n'a pas été capable de tenir un ballon. Sur le but qu'on encaisse, puis on va en parler dans un instant, les buts en fin de match, le but encaissé du côté de Montréal, c'est Romel Kyoto qui tient pas bien le ballon. À la base, c'est ça, c'est qu'on n'arrive pas à s'en occuper et à le garder assez longtemps. Puis là, ça veut dire qu'au volume, tu passes juste ton temps à défendre. Et au volume, l'équipe défend bien, mais encore, au volume, sur 27 tirs, tu vas finir par encaisser quelque chose tôt ou tard. Tu ne l'as pas fait contre DC, mais ça a été le cas contre Nashville. Donc, j'ai vraiment hâte de voir si tu t'assures de la possession un peu plus longtemps. Ça te permet de remonter, de t'éloigner du but de James Pantemis, de te rapprocher du but adverse, d'arriver en tir offensif où là, tu peux en créer des occasions. Parce qu'en ce moment, tu as de la possession, mais elle est derrière. Elle est pour 1, 2 passes, puis après ça, ça flanche. Et je pense que c'est un des gros facteurs qui explique peut-être ce que tu disais tantôt, Jean, le manque d'évolution ou de capacité à passer un nouveau palier du côté du CF Montréal. Maintenant, les buts encaissés en fin de match. Wilfried Nancy, il n'a pas été vraiment catégorique. Je ne sais pas si vous avez vu ses commentaires après le match. On lui a demandé, tu sais, en anglais et en français, ça semble être un problème récurrent. Tout le monde sur cette conférence de presse-là avait l'air d'avoir un feeling de déjà-vu. Nancy a dit, ben, je ne le sais pas, il y a Atlanta où on a encaissé vraiment tard dans le match. Moi, mon feeling, c'est que Nancy a compris ça comme étant encaissé dans les arrêts de jeu et pas au sens large encaissé tard dans le match parce que je suis remonté. Atlanta t'encaisse dans les arrêts de jeu, t'échappes 2 points. Face à Cincinnati, t'encaisses à la 86e, t'échappes 2 points. Chicago, t'encaisses dans les arrêts de jeu, mais c'est pas donné en raison d'un hors-jeu, mais t'as quand même encaissé dans les arrêts de jeu. Et là, Nashville, ça fait 4 matchs sur les 5 derniers. T'échappes 6 points, t'aurais pu en échapper 8. Ça, ne serait-ce que mathématiquement, Jean, puis moi, je l'explique encore par ton incapacité à tenir le ballon quand ça compte, ça fait en sorte qu'au volume, ton équipe finit par craquer derrière. Ça reste une statistique qui est inquiétante, non? Non, complètement, complètement. Et là, on parle on parle vraiment d'extrême. Tu peux même le mettre d'une façon générale à la façon dont l'équipe, au rendement général de l'équipe sur les fins de match, clairement. Est-ce que c'est l'usure? On a vu des matchs où vraiment, on les sentait à bout avant même la fin de match. Et, changement, pas changement, c'est vraiment quelque chose de... tu peux mettre tous les changements, tes 5 changements. Si le ballon avance, n'est pas mieux tenu ou avance pas, eh ben, tes changements ne serviront pas à grand-chose. Il y a clairement une usure qui amène elle-même un certain manque de concentration. On a vu des buts pris, des buts qui finalement n'ont pas été accordés comme sessionné contre Chicago, qui sont pris sur des situations qui ne devraient pas arriver, clairement. Donc oui, ça devient inquiétant parce que, au bout du compte, ce sont des événements
qui peuvent te plomber complètement une bonne prestation. Hein, tu peux Ben faire oui. 80 minutes tip-top et te voilà avec... est simple, hein, tu fais du travail, sans être exceptionnel, solide, qu'il faut, parce que pour l'instant, et on aura cette discussion à notre moment, mais pour l'instant, on n'est pas du côté de Montréal. Il n'y a pas eu de gros adversaires à affronter. On n'est pas tombé dans du tip-top, des équipes qui sont en train actuellement de carburer vraiment à fond. Hein, et qui, au niveau développement de jeu, hein, avec ballon et pression mise vraiment régulière sur la défense de Montréal, il n'y en a pas eu des tonnes non plus. Quand on va arriver face à ces équipes-là, ce sera clairement plus compliqué. Mais de toute façon, ouais, ce sont des performances qui généralement sont bonnes, sans être exceptionnelles, à part peut-être une ou deux en début de saison, et qui peuvent être ruinées par effectivement un manque. Et un petit manque sur 90 minutes, ouais, ça te casse les jambes, quoi. En temps additionnel, maintenant, les gars, on va passer du côté de l'Euro. C'est le groupe de la mort, là. Tu sais, le terme galvaudé, qu'on garoche toujours sur un groupe parce qu'il faut bien en choisir un. Là, cette année, c'était peut-être de la mort à petit feu, mais c'était le groupe de la mort pareil. Tout le monde est tombé en ronde des 16. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-tu la Hongrie, dans le fond, qui a décidé de la ronde des 16? Peut-être. Je pense que le tirage au sort a pas mal décidé de la ronde des 16 avec toute la pression qui a pu être mise sur chacune des sélections pour absolument ne pas sortir et peut-être se préparer de façon différente qu'elles le font d'habitude, où on sait que les préparations physiques notamment sont censées monter crescendo, alors que là on a l'impression que une bonne quantité de charge physique a été mise pour résister et passer ce premier tour. Et on parle de charge physique, mais on peut de charge mentale aussi, où pour des raisons très différentes, finalement, toutes les équipes sont sorties de ce groupe-là sans aucune certitude, ou notamment, je pense que si on prend cas par cas très rapidement, la France qui arrivait avec sa configuration très classique face à l'Allemagne, qui malheureusement peut-être après ça c'est un peu vu trop beau et a voulu changer sa recette gagnante. On a eu l'Allemagne qui a fini par douter tout le long et qui a peut-être aussi pensé que ils ont fait le plus dur face au Portugal, donc ça y est, genre comme la machine est repartie. Et on a à l'inverse on a aussi le Portugal qui a fait des bonnes choses, mais a toujours buté et n'a pas joué son propre football, qui est aussi un football qui est plutôt un football défensif. Mais quand ils ont volé en éclat contre l'Allemagne, ils se sont posé toutes sortes de questions. Donc finalement, on a des équipes qui sont sorties complètement amochées de cette phase de groupe et qu'ils ont tout explosé en plein vol. Donc c'est assez fascinant lorsqu'on voit leur palmarès et c'est certain que cette élimination fera tâche. Donc voilà, tout le monde est mort dans le groupe de la mort. Maintenant, à voir les différentes conséquences que ça va avoir d'ici à la Coupe du Monde de 2022 pour les équipes. On sait déjà que Joachim Löw, c'était sa dernière avec la Mannschaft, mais il est possible que du côté de Santos et de Deschamps, on suive le même chemin, donc ce sera intéressant à suivre. Du côté de l'Angleterre, Jean, pas d'explosion en plein vol, juste un envol. Ça devait être une belle soirée hier pour être à Londres, à quelque part dans un pub, puis profiter du fait que tu venais d'éliminer l'Allemagne. Tu m'étonnes plutôt, ouais. Hein, ça, ils s'en parlaient, et puis ils l'avaient noté, et puis c'était dès le tirage, ils s'étaient dit, OK, on va se taper, parce que dans leur tête, c'est déjà réglé, ils vont terminer premier du groupe. On va se taper le deuxième du groupe F, donc Portugal, France. Alors, il y avait une fixation un petit peu qui était, est-ce que ça va être Portugal ou France, que c'était un petit peu les deux noms qui ressortaient plus, et puis c'était pas facile. L'Allemagne tombe, finalement, et puis là, c'est comme une sorte de territoire connu, avec tout un background qui est un petit peu, je vais exagérer un peu, mais qui est un peu fabriqué. Parce que tu ne peux pas parler d'une véritable rivalité quand tu n'as pas joué une équipe depuis 30 ans, d'accord? La dernière fois, c'était à l'Euro 2000. C'était un match de groupe, c'était pas vraiment important. L'autre fois, c'était en demi-finale 96. Et
s'est passé quand même pas mal de choses pour les deux sélections, chacune de son côté, pour un petit peu atténuer le terme de rivalité véritablement. Bon, mais il est certain que jouer la main, l'Angleterre, mine de rien, n'a pas tant eu gros test de compétition que ça. Tu regardes en 2018, elle a eu un parcours qui ressemble pas mal à celui de cette année, hein, avec un côté de tableau totalement épuré. Et finalement, un gros match face à un adversaire qui était pas mal plus près d'elle. Bon, tu as eu la Colombie en 8e qui a un petit peu fait quelques frayeurs, mais je dirais que c'était pas non plus un match que l'Angleterre aurait pu gérer pas mal mieux. Le gros test, c'était la Croatie en demi et ils n'ont pas passé. Donc, pour l'Angleterre, il fallait vraiment passer ce cap, que ce soit l'Allemagne, c'est le symbole, hein, véritablement. Parce qu'on se pompe et au niveau de la motivation, il est certain que jouer l'Allemagne, tu as des équipes mieux organisées actuellement et certainement plus dures à battre que l'Allemagne, mais c'est un déclic. C'est un déclic et tu vois dans toute la construction d'avant-match, dans tout l'environnement, que c'était comme une pré-finale pour les Anglais. Qu'ils le gagnent et qu'ils le gagnent plutôt bien, ça c'est malade. L'ambiance que j'ai pu un petit peu voir comme ça ici et là en Angleterre, c'était la folie. C'était la folie qui va durer, à mon avis, parce qu'ils vont jouer l'Ukraine et que tout le monde va être pas mal. Bon, il y a ce petit fait que ça va pas se jouer à Wembley, mais il va y avoir comme une sorte de narratif qui va continuer à se construire, quoi. Et là-dessus, les Anglais, à mon avis, vont être capables de, à mon avis, me semble supérieur quand même à l'Ukraine, et continuer donc cette boule de neige. Hein. Ben, c'est ce que j'allais dire, Sid. Il y avait un feeling de finale avec ce match-là contre l'Allemagne, mais c'est aussi parce qu'on savait ce qui restait à passer pour se rendre à la vraie finale par la suite, si on arrivait à passer à travers les Allemands. Tu restes encore de finale de l'Euro, tu as une demi à jouer par la suite, mais c'est pas les deux matchs les plus imposants sur papier qui attendent l'Angleterre si on va aller jusqu'au bout. Oui, tout à fait. C'est exactement l'expression consacrée sur papier. Comme a dit Jean, l'Allemagne, c'était pas forcément une Allemagne triomphante et qu'il y avait pas, c'est pas tant surprenant que l'Angleterre ait réussi à faire ce qu'ils n'ont pas fait depuis 65 ans à Wembley, donc c'est-à-dire battre l'Allemagne. Je pense que Jean oublie le but de Lampard, hein, qui a été injustement refusé. C'est ce que j'allais dire. Non, c'est 2010, ça, j'avais oublié. Ouais, je pense que 2010, c'est un point tournant parce que ça a été comme ça. Ouais, ça a été une accélération du débat sur la VAR et la Goal Line technologie. Là, quand ça touche les Anglais, généralement, après, ils veulent mettre en place des changements rapidement. Mais pour la suite, c'est vrai que c'était le match qu'on attendait le plus pour les Anglais. Un match qui aurait pu basculer très facilement. Il y a deux faits de jeu qui sont... Il y a un tacle de Rice sur Goretzka qui aurait mérité un rouge, mais bon, l'arbitre, avec cette psychologie un petit peu bateau du football, de quand on fait des actes d'agression dans les premières minutes du match, ça compte pas vraiment pour rouge. Et il y a ce raté aussi monumental de Müller. Donc on passe à pas grand chose. Je pense que d'un côté on avait une très fin de cycle avec Joachim Löw et on avait cette réussite pour une fois que Wembley aussi a joué son rôle, parce que je trouvais que Wembley était pas non plus très excitant là dans les phases de groupe, mais là à 50% de capacité, on a vu une nette différence. Donc voilà, je pense que je disais en off, j'en parlais, c'est la voie royale pour les Anglais, mais on n'est pas à l'abri, hein, on n'est pas à l'abri de surprises ou peut-être de plans de match bien exécutés, comme on a pu le voir pour certaines équipes qui sur papier sont moins dotées que les Anglais. La Hongrie. Ça, c'est dans le passé. Je comprends qu'ils sont éliminés, mais je pense que c'est la référence en ce moment pour la suite de la compétition. Jean, très rapidement, avant qu'on passe à vos tops et flops de l'Euro, peut-être un petit commentaire sur la performance de Lionel Messi à la Copa América. On va présenter sur les ondes du Réseau des sports les quarts de finale
à partir de vendredi, entre autres, un quart de finale super intéressant entre le Brésil et le Chili. Mais Messi, à mon sens, a offert la meilleure performance lors du dernier match de groupe de l'Argentine qu'on a vu cette année jusqu'à maintenant à la Copa América 2021. C'est juste, je donnais l'exemple à quelqu'un hier, c'était comme un match parent-enfant où Messi était le seul parent sur le terrain. Ouais, c'est ça. C'est que, oui, c'est un match contre la Bolivie. Il y a plein d'éléments qui, on va dire, ouais, mais ce qui est fantastique, c'est que ce gars-là arrive pour ce match-là. Il sort une performance de très, très haut niveau. Tu regardes tout ce qu'il fait, hein, au niveau des déplacements, au niveau de la vision du jeu, au niveau de l'intelligence, Incroyable. Mm-hmm. au niveau du... Bon, ensuite, évidemment, au niveau du toucher et de sa façon dont il met en scène les autres. Et c'est complètement banalisé. Et c'est ce qui un peu m'a frappé en regardant un petit peu ce match-là et en reprenant un petit peu tout ce qui a été dit dessus, c'est que on en est venu à un point où, et c'est pas nouveau, c'est pas uniquement ce match, on banalise des performances d'un gars qui sont 2 fois sur 3 monumentales. Prends un autre joueur, mets-le dans un autre contexte et donne-lui cette performance-là. C'est 10 sur 10 à peu près partout. Ben non. Jean, mais un joueur comme attends. ça. Mais Jean, ce ne serait pas 10 sur 10, ce serait le prochain Messi. Le prochain Messi, ouais, t'as raison. Mais c'est comme si... Parce que je pense que c'est... On est toujours à la recherche du prochain parce que l'autre, qui est encore là, on le prend pour acquis. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu regardes des performances comme ça, puis tu fais... Le premier réflexe, c'est « Ouais, mais c'était la Bolivie. » Mais si c'était Paulo Dybala qui faisait un match comme ça, tu dirais, là, il est sur une autre planète. Wow. C'est le match de sa vie, puis on ne parlerait pas du fait que c'était la Bolivie en face. Là. Ah, complètement. Et d'autant plus, je dirais, quand tu regardes un peu ça, tu te dis, bah, justement, voilà une équipe qui elle-même n'a pas des tonnes d'arguments et dont un des points dans le match va être de neutraliser complètement Messi, jusqu'à se mettre 2 ou 3 dessus. Tu sais quoi? Ouais, ça m'arrive à peu près toutes les semaines. Je vais faire mon truc et puis voilà. Et c'est ça que je trouve sidérant, c'est cette facilité qu'il a à se sortir de ce genre de situation-là. Toujours, et c'est là que je le mets à part, parce qu'il y a toujours cette volonté que ce soit pour l'équipe. Si je me mets un tout petit peu dans un coin pour me faire ignorer, je sais que je vais avoir 2 gars qui vont me surveiller continuellement. L'équipe va pouvoir continuer à jouer jusqu'au moment où je vais me réveiller. Et puis là, bam, ça va faire mal. Mais tout ce qu'il fait est généralement pour l'équipe. C'est Au vraiment service. pas. Et ça, il faut. C'est pas un gars qui court après les honneurs individuels complètement. Et tu le vois dans sa façon d'être, etc. C'est pas le gars qui va se mettre en avant. Il a l'air même gêné par moment de se mettre en avant. Ouais. D'être obligé de se mettre en avant continuellement. Ouais, certains diraient qu'il marche après les honneurs individuels parce qu'il passe plus de temps à marcher et à scanner sur un terrain. Il fait peut-être la même chose avec les honneurs individuels. Tiens, c'est sa manière, c'est sa manière à lui de voir les choses. Les gars, le temps file. On va passer au top et au flop de l'Euro au cours de la dernière semaine. Sid, ton top, ça va à qui? Ou à quelle équipe? Ça va un match, je te dirais, Croatie-Espagne qui a été extraordinaire d'un point de vue de son contenu déjà, puis du nombre de buts. Je pense qu'en 8 buts sur un huitième de finale, c'est quelque chose qui est assez remarquable. Mais on a deux équipes de ballon. On a peut-être le match de football que le Pays-Bas ne va pas nous donner contre le Danemark, mais c'était vraiment un beau match entre deux équipes qui n'ont rien lâché et qui ont essayé de jouer leur jeu à tout prix. Donc un beau rapport de force, mais un rapport de force technique et tactique. Donc c'est mon top. Juste question de valider la suite, Sid. Dans ton top, est-ce que tu viens aussi de nous passer ton flop? Juste à être clair. Non, il y a d'autres flops, mais c'est vrai que je suis très, très, très déçu de l'élimination du Pays-Bas. Vraiment très déçu, effectivement. Mais c'est pas, il y a d'autres flops. C'est pas ça. OK, parfait. Ton top? Mon top, c'est la République tchèque, parce que clairement, on ne les voyait pas favoris. Ils n'avaient pas fait un premier tour qui nous avait mis vraiment en l'air. Il y a eu le but, et voilà, mais c'est un moment individuel. C'est tout. Contre les Pays-Bas, waouh, là, j'ai vu une équipe qui avait
qui avaient préparé quelque chose, hein. Leur façon, on les présentait comme vraiment en dessous dans chaque ligne, avantage Pays-Bas, dynamique, etc. Et là, tu as vu une équipe vraiment qui, comment je te dirais, qui a vu d'abord globalement la façon dont le match allait se présenter, qui a essayé, qui a accepté d'aller être dominant avec le ballon, mais qui a essayé vraiment pendant un moment de les amener où elle voulait, en essayant de limiter au maximum les situations vraiment trop chaudes, même en prenant certains risques parfois, en particulier des moments où leur défense a été très haute, enfin, assez haute, on ne va pas exagérer non plus, mais en jouant un petit peu avec le feu, d'accord, ça a payé, mais c'est l'organisation générale et la façon de presser en deux temps, presser haut d'abord, et puis dès que ça commençait à avancer côté Pays-Bas, la pression se faisait un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire bloquer les ailes et essayer d'amener les Pays-Bas dans une sorte d'entonnoir où là, les Tchèques allaient être en surnombre parce que Holes, Souček ont été les trois joueurs du milieu de terrain, les trois joueurs les plus centraux, là, Holes, Souček et Barak. Ils ont été vraiment, vraiment d'abord extrêmement présents dans le marquage, etc. Ils ont pas mal éteint Wijnaldum, ou en tout cas limité au maximum son influence. Et puis, à partir du moment où, parce qu'il y a un fait de match quand même, un fait de jeu, qui change un petit peu tout au moment où ils sont passés en supériorité numérique avec l'expulsion de Ligt. Là, tu vois que ce milieu-là a complètement pris le contrôle. Et le deuxième but, c'est tu vois comment ils sont totalement surprésents au milieu de terrain. Ils sont archi dominants. Bon, maintenant, c'est de ton flop numéro 3. Après les Pays-Bas, puis les Pays-Bas, ton troisième flop, c'est quoi? Non, mon flop numéro 4, parce que j'ai laissé Didier Deschamps en dehors du débat, parce qu'il y a beaucoup de questions qui vont inquiète-toi arriver pas, il y a sur des lui. questions. C'est ça, Exactement, c'est ce que j'allais dire. exactement, je le savais. Mon flop va à Suède-Ukraine. Bon, c'était sur papier le huitième de finale le moins intéressant, mais peut-être par rapport au fait de jeu de l'expulsion de Danielson, qui a suscité de nombreux débats, et je suis assez curieux un petit peu de voir même vous ce que vous en pensez. Mais donc il fait son dégagement sous une forme de tacle, il connecte avec le ballon, puis rentre dans l'Ukrainien. L'arbitre ne donne pas un carton rouge tout de suite, va la vidéo, finit par donner un carton rouge, mais on a vu un énorme débat sur ces fautes qui viennent après le geste footballistique, qui est vraiment comme celui de dégager le ballon. Et autant sur une image arrêtée, c'est vrai que j'ai reposté sur mes réseaux sociaux, qui est assez spectaculaire, tu te dis c'est un acte de violence et c'est un carton rouge, mais pour moi ça pose la question de qu'est-ce qui se passe une fois que ton geste est lancé. Est-ce qu'on va avoir, est-ce que ça fait jurisprudence sur d'autres des dégagements qui vont être peut-être un peu non contrôlés une fois que le geste est en amplitude, d'un joueur qui vient qui te percute. Je sais pas qu'est-ce que ça va créer dans le football. Pour moi, c'est sûr que la conséquence et la violence du geste rend ça carton rouge, mais il y a un autre débat pour moi qui est sous-jacent à ça, sur comment, à quel point un geste, à quel moment on décide qu'un geste est non maîtrisé. Est-ce que c'est forcément dans sa conséquence, ou c'est dans le geste en soi? Ben, je sais, Jean, puis je veux t'entendre là-dessus après, mais très rapidement, pour moi, puis c'est tellement difficile, mais beaucoup de la décision doit venir de l'intention qu'on perçoit. Moi, je sais que c'est pas la même affaire, mais je reviens à Lloris, le penalty, quand il explose Danilo. À quelque part, c'est un peu le même genre de truc. Il sort avec les poings, il touche le ballon, puis après ça, c'est son coude qui vient complètement assommer Danilo. Mais à aucun moment, moi, l'exemple que je donnais, puis Jean, on s'en parlait dans les bureaux à RDS cette semaine, moi, je disais, il y a eu un penalty, mais si c'est un tête-à-tête, c'est Varane, par exemple, tu as Danilo qui touche le ballon, Varane touche le deuxième, puis après ça, il y a un tête-à-tête entre les deux. On n'aurait jamais donné un penalty. En tout cas, c'est ce que je pense. Du côté de Lloris, on l'a donné parce que c'est plus spectaculaire, puis c'est le coude qui venait après. Mais il n'y avait quand même pas d'intention. On n'a pas voulu l'expulser, puis Jean, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, mais pour moi, tu en as là, des défenseurs en Amérique du Sud. Là, on fait la Copa América en ce moment.
t'envoies souvent des gars dégagés, puis après, là, ils Yeah. attendent juste de donner un coup de crampon parce qu'ils savent que le gars est là. Moi, j'ai pas de problème avec ça parce que, comme tu l'as dit, Sid, en fait, c'est parfaitement maîtrisé. Puis tu sais qu'il y a une opportunité qui est saisie par un gars de faire à semblant que. Puis ça, je pense que c'est très, très, très dangereux. Mais après, si c'est juste poursuivre son geste, ben là, ça devient un terrain glissant, Jean. Oui, je crois on parle de jurisprudence et on parle un petit peu. Je suis d'accord, entièrement d'accord, absolument. Maintenant, il y a un élément quand même qui est la règle. Et au bout du compte, la façon dont il me semble qu'on te demande d'interpréter la règle, c'est lorsqu'un joueur joue le ballon. Et je crois que le concept de volontairement, c'est dans l'idée de il joue le ballon. À partir de là, c'est tout le geste qu'il faut prendre en compte. Et lorsque le joueur joue le ballon et frappe, donc intentionnellement, c'est-à-dire intentionnellement avec l'intention de jouer et d'avoir ce mouvement-là, comme donc frappe un adversaire, il y a une faute qui est sanctionnable de X manière jusqu'à, pour un geste sévère, grave, l'expulsion. Je pense qu'il faut rentrer, c'est plus dans ce cadre-là que la jurisprudence ou que le cas Danielson devrait rentrer. Mais je veux dire par là qu'il existe ce cadre-là qui est de la règle, qu'on rentre dans une certaine interprétation de la règle, mais la volonté de jouer le ballon passe et doit être prise là-dedans, au-delà du fait qu'il soit en retard ou que l'autre arrive, ne peut pas s'arrêter, etc. Et ça doit être pris en compte. Regarde, fais-le un petit peu en parallèle avec l'expulsion de Sam l'année dernière, en toute fin de saison. Quel match lycée, où il veut jouer un ballon, il dégage un ballon, simplement le gars arrive et passe à ce moment-là. Dans ce mouvement, il le prend, parce qu'il ne va pas chercher à lui démonter la jambe, clairement. Mais ça rentre, il joue le ballon et dans sa façon, dans son geste de jouer le ballon volontairement, il arrive à ce geste, à ce contact sur l'adversaire. Et c'est là qu'il est sanctionné. Et c'est là que Danielson est sanctionné. Et en revoyant l'action, et c'est là que la VAR permet peut-être à l'arbitre d'apprécier la dangerosité du geste. Et je pense que c'est là qu'il a la latitude de sévir, plus ou moins. Et tu vas dire, ouais, mais sur un tacle un petit peu pareil, on ne va pas te donner un carton. Je pense que justement, on donne à l'arbitre cette latitude-là d'apprécier la dangerosité. Oui. Jean, en 15 secondes, parce qu'on a des impératifs, des contraintes de temps particulières aujourd'hui, ton flop à l'Euro, c'est quoi? Belgique-Portugal. Belgique-Portugal, parce qu'on l'attendait, on dirait que ça allait mousser, ça allait être fort. On n'a pas vu grand-chose. On n'a pas vu grand-chose parce que, mais ça, OK, match 1 en jeu. La Belgique, elle a été échaudée pas mal dans ce genre de match et à chaque fois qu'elle est arrivée sur des gros matchs, on voit que cette équipe de Belgique, là, on lui en promettait de belles depuis des années. Mais à chaque fois qu'elle est arrivée, qu'elle a voulu jouer, elle s'est fait taper. Elle a appris sa leçon face à une équipe qui n'est pas reconnue pour sortir à fond. Elle a un petit peu joué pareil et finalement, on a eu un match qui n'a pas été le plus gros de cet Euro. Bon, on va y aller avec les sujets chauds maintenant, les questions qui nous ont été posées sur Twitter. Jean, on va commencer avec toi. Question qui nous est envoyée par le Dr Foot. Le doc nous demande la défaite de la... Vous conviendrez qu'on va parler de la France un peu dans ces questions-là. La défaite de la France est-elle la plus grosse surprise à l'Euro à date? Et est-ce prévisible compte tenu de leur performance au cours de la phase de groupe, dans ce groupe de la mort dont on parlait un peu plus? Je pense que ce serait assez... je vais laisser le débat à des gens là-bas qui sont prévisibles. Je trouve que ce serait très présomptueux de dire prévisible. Qui est des éléments un petit peu inquiétants. Parce que, clairement, on les a vus contre la Hongrie et que c'est une équipe qui semblait être capable de régler ce genre de problème-là. Donc, non, prévisible, certainement pas. Certainement pas. Ce qu'on pouvait peut-être pas attendre, c'est que cette équipe-là n'ait pas vraiment voulu jouer, ou en tout cas était tellement passive, en particulier, et été quelconque, sans ballon durant une mi-temps et puis durant 20 minutes à la fin.
C'est ça qui est vraiment surprenant. Prévisible, non, parce que je voyais pas d'éléments permettant de me dire ah, ils vont se faire sortir, c'est pas possible, ils font rien ou quoi que ce soit. Parce que c'est une équipe, elle l'a montré d'ailleurs, quand elle s'est mise à jouer un petit peu pendant 10 minutes, voilà, elle est capable de faire des trucs. C'est simplement Ouais. que les 80 autres, ils étaient vraiment nulle part. Il y a plusieurs personnes, Sid, qui nous ont posé la question suivante. Mathieu et Normand en font partie. Est-ce que c'est la fin pour Deschamps avec l'équipe de France et est-ce que ça annonce l'arrivée de Zizou à la barre des Bleus? C'est sûr qu'il y a une fenêtre d'opportunité parce que ça peut compliquer la vie de la fédération si Zidane signe dans un grand club, que ce soit maintenant ou que ça arrive après le mondial 2022, hein, puisqu'on parle quand même de novembre-décembre pour la compétition au Qatar. Donc il y a certainement une fenêtre d'opportunité. Est-ce que c'est la fin pour Didier Deschamps? On a quand même une institution qui est assez conservatrice au niveau de la fédération française, donc ce sera sûrement à Deschamps en plus de décider. Plutôt que Noël Le Graët de le mettre dehors. Je me demande quelle est la lecture que fait Didier Deschamps de cet échec, parce que bon, faut appeler un chat un chat, même s'il n'y a pas mort d'homme. Et c'est là que ça va être intéressant finalement de voir est-ce que lui pense qu'il est encore l'homme de la situation pour la suite, ou il pense qu'il est arrivé au bout de ce qu'il peut faire avec ce groupe. Ça, il n'y a que lui qui sait en ce moment dans son coin. Mais c'est vrai que du côté de la fédération, on aimerait qu'il réponde rapidement parce que pour Zinedine Zidane, il y a effectivement une fenêtre d'opportunité actuellement. Et toi, est-ce que il tu a son penses, contrat prolongé. perso, là? Oui, mais ça, on s'entend, les contrats, là. Pour citer un grand attaquant de Chelsea qui est passé par Montréal, dans le foot, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais vas-y, Jean, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Non, ben, oui, je suis d'accord, à part qu'ils ont signé un contrat qui court jusqu'à la Coupe du Monde et que jamais la Fédération française ne déchirera avec les indemnités à payer à Deschamps à ce moment-là. J'ai du mal à voir. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait vraiment un grand mouvement qui serait anti ou contre Deschamps, quoi. Tout le monde dit, bon, il s'est planté sur ce match-là. J'ai l'impression que rapidement, on va attendre un petit peu les semaines à venir, mais que le discours sera un petit peu, bon, passons aux autres choses suivantes. Il y a les qualifs Coupe du Monde qui arrivent en septembre, et puis voilà. Amine Sabri, nous demande du côté du CF Montréal, pensez-vous que d'autres joueurs vont quitter le CF Montréal d'ici le 5 août, notamment Struna, que les rumeurs envoient en Italie, et peut-être Lassi ou Camacho, dont les contrats finissent aussi en décembre? Lassi est avec Bologne, là, ça c'est peut-être un peu différent. Mais bref, tu comprends la nature de la question de Amine. Qu'est-ce que tu en penses des départs à attendre au cours des prochaines semaines? Oui, je pense qu'il faut rester alerte. Je pense que Olivier Renard est assez agressif dans le bon sens du terme, actif, c'est plus approprié comme terme, et qu'il faut s'attendre à des départs, peut-être même des arrivées aussi. On a le défenseur finlandais notamment qui vient combler le départ de Binks, mais c'est certain que c'est un directeur sportif qui est toujours à la recherche d'optimisation de l'effectif et de sa masse salariale. Donc chaque fenêtre de mercato est l'occasion pour lui de continuer son travail. Puis je pense aussi que c'est une équipe qui est quand même en besoin dans certaines positions. Tantôt on a parlé un petit peu de Mihailovic, je pense qu'il est assez isolé sur le terrain, et que là concrètement, je suis pas certain que Hamdi, Sedic, que Maciel, que les personnes qui jouent dans ces positions de milieu central sont adéquats, et on a besoin comme d'ailier pour changer de système complètement si besoin est. Là, si la Palanen, il est là aujourd'hui, mais on sait très bien que c'est un joueur de Bologne, donc il est plus là dans 6 mois. Et donc pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est une équipe qui, si aussi continue à être positionnée là où elle est positionnée, et ce sera sûrement le cas d'ici à la fin de la fenêtre du mercato, aura sûrement peut-être besoin d'éléments supplémentaires pour s'assurer d'être au-dessus de la ligne rouge, et pourquoi pas faire un push durant les séries.
Et Jean, on termine avec une question de François Chirichilo. Et j'adore les questions de François parce que vous avez entendu le nom de famille et on sent toujours le parfait billet dans ces questions. C'est pour ça qu'on les prend souvent. François nous demande, est-ce que l'Italie est finalement, et ça c'est le bon bout là, qui s'en vient, est justement favorite pour gagner l'Euro à partir de maintenant? Vas-y mon Jean, débrouille-toi avec ça. Justement. Écoute, de ce qu'on a vu là, ouais. Je te dirais que c'est l'équipe qui a pour l'instant l'expression collective la plus complète, hein, véritablement avec le ballon. Et ça, c'est bien. Voir des équipes qui s'expriment complètement avec le ballon, qui jouent, qui vont vers l'avant, qui ont développé quelque chose de fluide. Et à travers un groupe, on repassait un petit peu avec toi, Olivier, tous les grands joueurs que l'Italie a amenés, qui n'ont jamais pu gagner l'Euro, hein, que ce soit Del Piero, Baggio, Pirlo, Inzaghi. Non. Et là, c'est un groupe de... Il n'y a pas de super vedette dans cette équipe-là. Bon, c'est sûr que tu as quelques noms qui ressortent, hein, clairement, que ce soit Immobile, Verratti. Bon, tu as toujours Chiellini qui est là, mais on ne part pas. En réalité, il n'y a pas de super... Il n'y a pas de Bruyne, il n'y a pas un Pogba. Donc, c'est vraiment une équipe extrêmement, et c'est l'impression qu'elle donne, hein, extrêmement soudée autour de Mancini qui fait un travail monumental parce qu'il venait de très très loin, il a fallu aller le chercher très très loin un jour. On parlera d'ailleurs de ce qui se passe à Coverciano, qui est le centre national technique, parce que c'est une université, hein, c'est un bouillonnement d'idées là-bas, et c'est assez génial ce qui s'y passe, mais c'est vraiment un autre débat. Ouais, je pense que c'est une équipe qui est vraiment, vraiment très, très bien organisée tactiquement, qui comprend les choses. Les trois au milieu, c'est Jorginho, Verratti, plus il a manqué au début, mais on le voit, Barella, Spinazzola sur son côté gauche. Tout le monde va le vouloir, lui, à la fin de l'Euro. Je pense que tout le monde va se jeter dessus et ce sera quelque chose d'assez incroyable. Enfin oui, actuellement, l'équipe la plus aboutie, elle a cogné un petit peu plus dur là, contre l'Autriche parce qu'elle a vu un système de jeu qui était vraiment fait pour la contrer. Il va en avoir d'autres. Maintenant, la Belgique, une des questions, ce sera avec qui la Belgique, parce qu'il y a trop de points d'interrogation avec De Bruyne, avec Hazard. Mais je pense que là, l'Italie est dans une position où elle n'a pas du tout à se dire la Belgique numéro 1 mondial ou whatever, tu vois. Elle doit se dire, OK, on peut les prendre facile. Pas facile. Qu'est-ce que vous surveillez en terminant pour la prochaine semaine? Vous avez le choix, les gars, l'embarras du choix, en fait, que ce soit du soccer de club en MLS, la Copa, l'Euro, marché des transferts, etc. C'est toi d'abord. Brésil-Chili, intriguant. Je pense que c'est une équipe de coups, le Chili, et qu'on a vu quelques signes un peu d'essoufflement du côté du Brésil, sans que ce soit non plus dramatique, mais Brésil-Chili m'intrigue, oui. Une équipe de coups comme dans bon coup d'État ou donner des coups? Non, un peu tout ça, mais une équipe de coupe aussi, puisque ça reste une équipe. Okay. Ouais, oui. Ça reste une équipe qui l'a remporté à plusieurs reprises. Oui, tu as tout à fait raison. Jean, à toi. D'un œil, j'ai regardé Uruguay-Colombie parce que l'Uruguay, c'est une équipe qui me plaît de plus en plus. Je les aimais bien avant, mais alors là, je trouve qu'ils ont une dimension, quelque chose d'assez remarquable. Et puis à l'Euro, il y a plein de trucs, mais j'aimerais voir la de l'Espagne. Une équipe qui ne marquait pas du tout, puis quand met 10 en 2 matchs, j'attends de voir ce qu'ils vont faire. La Suisse, ils sont prévenus, ils savent ce qui va se passer. J'attends un peu de les voir comment ils vont prendre ce match-là en main. Très intéressant, les gars. Merci. Toujours un plaisir de jaser avec vous. Merci à la maison en promenant votre chien, en faisant un tour de voiture. Je ne sais pas où vous écoutez notre podcast, mais merci d'être à l'écoute. Merci de nous poser des questions aussi tout au long de la semaine sur Twitter. Continuez de le faire avec le hashtag LDSF. Merci de partager le contenu sur la RDS.ca ainsi que iHeartRadio. On vous souhaite une excellente semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Loin de sans foot.